stratégie fonctionne sur le papier ou dans tes backtests, elle aurait dû donc produire des profits. Mais toi, en réalité, tu perds de l'argent et tu gagnes beaucoup moins de prévu. Ce fossé, c'est ce qu'on appelle l'écart de performance. C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière un problème clé qui empêche la plupart des traders d'être cohérents. Et la problématique est la suivante, c'est que vous voulez avoir un compte financier, par exemple sur une propre firme, ou vous voulez obtenir une rentabilité sur le long terme. C'est-à-dire que vous avez déjà un compte financier ou vous tradez en compte propre, mais le problème c'est que vos résultats ne sont pas ceux auxquels vous vous attendiez. Ils sont relativement décevants. Et en fait, cette déception, elle est due souvent à ce qu'on appelle un écart de performance. Pour expliquer l'écart de performance, très basiquement, c'est quand vous avez une stratégie, et puis que cette stratégie-là, vous l'avez apprise, vous voyez que sur le papier, en théorie, elle fonctionne, il y a effectivement des résultats, vous allez même en backtesting, et puis vous observez des bons résultats. Et parce que vous observez des bons résultats même en backtesting, des résultats même très très performants, vous vous dites, voilà, sur les marchés en réel, je vais être performant. Je vais vraiment avoir une stratégie qui va véritablement performer, comme on peut le voir ici avec la courbe ici en orange. Et donc ça, vous êtes dans l'idée que quand vous allez passer sur du réel, votre stratégie et vous serez ici. Mais le problème, c'est que tout à coup, il y a la déception. La déception, elle vient du fait qu'au moment où vous entrez sur le marché en réel, vous êtes finalement à ce niveau-là, juste ici. Et puis, vous vous dites, mais il y a un problème. Le problème, c'est que normalement, quand je suis en backtesting, ou quand je vois qu'effectivement, par rapport à la stratégie, ce qu'elle propose théoriquement, je devrais avoir quelque chose ici en termes de performance, donc de très bonne performance. Mais malheureusement, moi, je suis encore ici tout en bas. Donc là, souvent, la plupart des traders, ils ne comprennent pas et qu'est-ce qui se passe? Ils changent assez rapidement de stratégie. Or, le problème, il ne vient pas directement de la stratégie, c'est ce qu'on va voir justement avec l'écart de performance. Et j'aimerais vraiment vous expliquer, vous montrer et vous donner vraiment des tips pour vous faire comprendre comment est-ce que vous pouvez justement passer de ici, donc où vous êtes à ce niveau-là, et grimper justement au niveau de ce type de performance-là. Donc, en gros, quand vous avez ça, je vous l'ai mis ici, vous l'avez juste ici. Résultat théorique, c'est ce qui est en orange. Résultat réel, c'est vous actuellement. Et nous, ce qu'on voudrait, donc tout simplement, très basiquement, c'est réduire en gros cet écart de performance pour que vous soyez plus ici, mais en gros au niveau de vos résultats réels, en gros ce que vous performez directement sur le marché en live, plus sur du backtesting, vous réduisez cet écart pour que votre courbe ici de progression, en termes de résultats, si je dois juste l'identifier, voilà, comme ça avec une couleur, on va reprendre le blanc, vous regrimpez ici justement pour avoir justement une performance qui se rapproche de vos résultats théoriques. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, mais c'est important parce que souvent, ce fossé, il est mal compris, et parce qu'il est mal compris, c'est là que la plupart des traders, ils ont tendance à soit abandonner, soit changer directement malheureusement de stratégie. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que cet écart, donc la cause, ne vient pas d'un problème de stratégie, mais d'un problème d'exécution humaine. C'est-à-dire que l'écart de performance, vous avez d'un côté la stratégie, mais d'un autre côté, on a notre cerveau, notre cerveau humain qui lui a ses émotions, qui lui va faire ses propres interprétations personnelles, va utiliser son intuition, et malheureusement, l'interprétation personnelle, les émotions, c'est ce qui crée un écart de performance entre quelque chose qui est uniquement basé sur des datas, qui est mathématique, qui est statistique et donc qui ne ressent aucune émotion, et l'être humain, donc vous êtes ici, qui lui ressent des émotions, va prendre des décisions, va faire une exécution qui ne sera pas forcément la meilleure parce qu'il va ressentir différentes émotions et va interpréter également aussi certaines choses qu'il ne devrait théoriquement pas interpréter s'il suivait bien sa stratégie, qui elle est basée uniquement pas sur l'émotion, mais bien sur des données, sur des statistiques. Donc quand vous avez ça, généralement, qu'est-ce qu'on peut, au niveau de l'émotion humaine, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exécution humaine? Il y a deux types d'émotions qui se passent entre un trader, évidemment, qui a sa stratégie théorique, et qui, lui, ensuite, va essayer de l'appliquer sur un marché en réel. On va appeler ça le trader hésitant. Le trader hésitant, pourquoi? Parce que souvent, quand vous entrez en position, et je sais que vous faites la réflexion, je pense, chaque semaine, si vous êtes en train de trader sur des marchés en réel, vous voulez passer en tout cas un compte et vous faire financer un compte sur une propre firme, c'est est-ce que je rentre ou est-ce que j'attends un peu? Il y a toujours cette phase en gros d'hésitation. Vous posez 10 000 questions, au moment où finalement votre stratégie, normalement il y a des critères, et normalement si c'est une bonne stratégie, il y a des critères qui sont censés être précis, qui doivent vous permettre normalement de vous dire j'ai ici mes critères et normalement vu que j'ai ma stratégie, je dois rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que il peut y avoir un manque de confiance
Et du coup, ce manque de confiance va vous faire rater les bonnes opportunités parce que vous êtes trop dans l'hésitation, vous êtes dans l'anxiété. Et c'est ce qui fait que malheureusement, plutôt que d'appliquer la stratégie comme vous le faisiez très certainement en backtesting, mais parce que là, il y a l'enjeu d'un challenge, parce que là, il y a de l'enjeu potentiellement, c'est que de l'argent réel, eh bien, il y a beaucoup plus d'hésitation, beaucoup plus d'anxiété. Donc, le résultat final, c'est quoi? C'est souvent de l'inaction, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez le setup, il est là, il est sous vos yeux, mais en gros, vous faites rien. Vous faites rien parce que vous êtes en train de faire une interprétation personnelle, vous êtes en train de dire, ah là j'ai l'intuition, je ressens potentiellement qu'il pourrait y avoir quand même quelque chose qui pourrait me sortir. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre avec évidemment ce genre d'émotion d'interprétation personnelle, c'est que on ne peut pas garantir quelque chose. Il n'y a pas de résultat garanti en trading. Il y a toujours une part, et je vais vous le montrer tout à l'heure, d'interrogation. On ne peut pas supprimer complètement l'interrogation. Donc cette hésitation-là, il faut bien avoir conscience que vous l'aurez toujours un tout petit peu, forcément. Mais par contre, avec le petit hack que je vais vous donner, il y a des moyens pour pouvoir réduire au maximum cette zone, cette phase d'anxiété, en fait, cette phase d'hésitation. Et donc, voilà l'état mental en fait dans lequel vous êtes lorsque vous voyez un setup, donc il y a une opportunité, vous êtes évidemment dans un état anxieux avant trade. Souvent des fois ça se traduit même par voilà, vous êtes en train de trembler, palpitations, vous avez chaud, vous n'êtes pas bien, vous commencez à être nerveux, etc. D'accord. Tout ça c'est des émotions, d'accord. C'est l'être humain qui est en train de cogiter, se faire tout un film ou toute une interprétation personnelle pour, en fait, en se trouvant des raisons pour lesquelles, eh bien, voilà, il ne devrait pas rentrer. Okay. Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le trader qui regrette. Et ça, c'est aussi extrêmement compliqué à gérer psychologiquement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, l'opportunité, elle est passée, parce que vous étiez dans l'inaction, ok. Et parce que vous étiez dans l'inaction, ou que vous êtes même entré peut-être tardivement, d'accord, vous dites, j'aurais dû entrer là, ou pourquoi j'ai coupé si tôt. C'est-à-dire que vous étiez en position, par exemple, et puis, eh bien, vous avez coupé, par exemple, votre position elle aurait pu vous permettre, statistiquement parlant, normalement avec les données et avec votre stratégie, de prendre peut-être un R de 4, 5, puis vous avez coupé un R de 2. Et puis, vous voyez ensuite le trade continuer, puis vous vous dites, ah mince, c'est dommage, parce qu'en fait, j'ai fait un R de 2, oui, j'ai eu un trade gagnant, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux sur ma performance, d'accord? Plutôt que d'un R de 2 et couper totalement, eh bien j'aurais pu sans doute garder la position, soit en prenant des partiels, soit même en conservant la position, en ajustant peut-être mon stop loss, et en allant chercher une meilleure performance. Okay, et c'est pour ça qu'on parle souvent d'écart de performance, parce que même dans une position gagnante, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser la position, okay, à partir évidemment de choses qui sont rationnelles, plus objectives et cohérentes, parce qu'on va utiliser des données, on va utiliser évidemment tout ce qu'on va savoir sur la lecture du price action, etc., pour pouvoir justement faire en sorte d'optimiser ce processus également lorsque vous êtes gagnant dans une position. Donc là après il y a quoi? Malheureusement il y a des remords, il y a des décisions aussi qui vont se baser malheureusement sur le passé, et le résultat c'est quoi? Ça va être ensuite évidemment la FOMO, c'est-à-dire qu'en gros vous avez loupé une opportunité, et droit derrière vous allez rentrer mais après coup, c'est-à-dire que vous rentrez pas, vous voyez que l'entrée normalement elle fonctionnait, et puis vous rentrez après coup, parce que vous vous dites, voilà, j'ai loupé celle-ci, il faut que j'essaie de rentrer par tous les moyens. Ça, c'est ce qu'on appelle la FOMO. Ça va être aussi de la frustration, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'êtes pas rentré, vous avez un setup qui était à haute probabilité, mais vous étiez dans l'inaction. Vous êtes en train de cogiter, vous avez vu le résultat, vous dites, je comprends pas. Pourtant, c'est vrai que là, sur le papier, je vois la théorie s'appliquer, mais je ne suis pas capable en réel de pouvoir rentrer. Et ça entraîne de la frustration et souvent après une surréaction. Donc, l'état mental, c'est le regret après le trade, d'accord? Et souvent, vous êtes finalement dans un cycle que je vous ai représenté ici, qui est assez, je pense, facile à comprendre, où vous avez l'opportunité. Ensuite, vous avez le trader qui est dans la phase d'hésitation, ok? État mental anxieux, ok, on hésite beaucoup. On n'exécute pas son trade ou on va l'exécuter, mais puis après coup, ce qui fait qu'on ne va pas rentrer dans une position qui sera forcément les plus optimales. Et ensuite, il y a quoi? Il y a la phase de regret, la décision réactionnelle, et ensuite souvent, eh bien, qu'est-ce qui se passe sur une décision basée sur quelque chose de réactif, réaction? Eh bien, vous reprenez une entrée, mais là, vous perdez. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après ça, vous retrouvez le même scénario. Vous revenez sur une opportunité, et en gros, vous n'arrivez pas à sortir de ce cycle. En gros, c'est un cycle qui continue, qui se perpétue continuellement, et en gros, qui vous empêche d'avoir un compte financier, ou, d'accord, même si c'est le compte financier, d'avoir cette bonne rentabilité. D'accord, vous avez le compte, vous avez même des fonds propres, mais vous n'êtes pas capable malheureusement d'avoir cette performance, ce rendement qui vous permet de vous dire, ok, là j'arrive à des bons résultats, je suis très bien,
et du coup je peux potentiellement même arrêter mon activité pour faire du trading, mon activité principale. Et donc ici, j'ai voulu vous montrer justement cette différence entre subjectivité et objectivité. Donc objectivité, c'est nos data, c'est nos statistiques, donc on n'est pas dans l'émotion humaine, et la phase de subjectivité où c'est justement cette oscillation entre indécision avant le trade, donc phase d'hésitation, et regret après le trade qui empêche la constance. Donc ça veut dire que plus vous êtes dans la phase de subjectivité, plus vous allez osciller entre de fortes hésitations, et forcément le regret sera important, et du coup vous allez constamment balancer à chaque fois dans cette phase de subjectivité importante, et bien moins vous aurez cette constance dans vos résultats. Par contre, plus vous allez chercher l'objectivité, c'est-à-dire votre stratégie, basée sur des données, des datas qui, elles, ne sont pas basées sur l'émotion humaine, mais sur des statistiques, plus vous allez, en gros, faire quoi? Eh bien, réduire cet écart de performance. Donc, en gros, le but, et votre but à vous, ça va être qu'à chaque fois que vous avez une opportunité, ça va être de réduire cet écart entre l'hésitation et ensuite la phase de regret. Donc moins vous hésitez, parce qu'on voit qu'évidemment dans cette oscillation au début, eh bien, dans une grande phase d'hésitation, et du coup le regret sera aussi important, mais plus vous allez réduire cette oscillation, okay, en termes de balancier, vous voyez, plus vous allez faire quoi? Okay, vous allez donc réduire l'écart de performance, parce que vous serez moins dans l'hésitation, vous allez du coup plus vous rapprocher de cette phase d'objectivité, et donc vous allez réduire votre écart de performance. D'accord? L'écart de performance, il se réduit parce que vous tendez à l'objectivité. Vous ne pouvez pas, par contre, évidemment, supprimer totalement la part subjective, parce que c'est normal, et ça, il ne faut pas non plus la supprimer totalement, parce qu'on est des êtres humains, donc on ressentira toujours quelque chose, même après 20 ans, 30 ans dans le trading, si vous y restez, vous ressentirez toujours quelque chose. Mais le but, c'est en tout cas de s'assurer qu'on ne va pas retomber, évidemment, dans une phase de subjectivité trop importante. Et ça, c'est l'erreur la plus commune, ok? C'est ce qui fait qu'ils changent souvent, malheureusement, de stratégie, parce qu'ils pensent que c'est la stratégie, mais ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas les données, justement. C'est eux qui, par justement cette oscillation-là, sont trop dans la subjectivité et ne sont pas capables justement de respecter leur stratégie. Et ils vont souvent, malheureusement, après dévier parce que ils sont dans le regret et après ça entraîne justement des surréactions, des décisions basées vraiment qui sont fortement réactionnelles. Donc, subjectivité, objectivité, qu'est-ce qu'on fait, d'accord, pour justement passer d'une phase subjective à beaucoup plus d'objectivité, même si on garde une phase de subjectivité, c'est dans notre analyse. Et dans notre analyse, on a quoi? Eh bien, on a tout un tas de critères à cocher. Et plus vous avez des critères qui sont précis jusqu'à votre exécution, eh bien, plus vous, justement, dans vos décisions, en tant qu'humain, vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain, eh bien, en tant qu'être humain, en tant que trader être humain, vous allez forcément tendre vers plus d'objectivité entre votre analyse, d'accord, où vous êtes ici, mais parce que vous avez plein de critères qui sont basés sur des stats, d'accord, sur des mathématiques, eh bien, vous allez tendre vers l'objectivité. Et donc, votre exécution sera bien meilleure, et vous aurez évidemment, on va le voir aussi, je vais vous montrer un exemple, plus de constance dans vos résultats. Mais je vais vous donner un exemple concret, aussi pour que vous puissiez évidemment vous en rendre compte. Donc, une fois qu'on a ça, j'aimerais juste expliquer quelque chose de basique, mais je l'ai schématisé pour que ce soit parfaitement clair. Quelqu'un qui trade sans plan. Vous êtes un trader, vous n'avez pas de plan. Vous montrez un marché à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va avoir des graphiques, il va avoir des bougies, mais vu qu'il ne connaît pas grand-chose au trading, en gros, lui, il va avoir énormément de doutes, énormément de décisions. Parce qu'en gros, il ne sait pas ce qu'il fait concrètement. Il n'a pas les données, il n'a rien du tout pour lui permettre de comprendre si est-ce que c'est bien qu'il achète maintenant, est-ce que c'est bien qu'il vende maintenant, ou est-ce que c'est bien qu'il justement reste pour moi en attente parce que le marché ne donne pas d'intention suffisamment claire en lien avec sa stratégie. Donc ça, c'est un trader qui trade sans plan. Puis après, vous avez le trader qui, lui, je vous l'ai juste mis donc, ici, juste après. Il a des plans d'action, mais il n'a pas vraiment de critères qui sont précis. D'accord? Il a 2-3 critères, mais c'est plus encore trop dans l'intuitif. Il est trop dans l'intuition. C'est-à-dire qu'il a sa stratégie quand même, il a les données, mais après, lui, il va beaucoup plus partir sur l'intuition. Il va oublier un peu les données, c'est surtout ça l'élément important, c'est qu'il va tendance à plus oublier les données et plus partir sur l'intuition. Mais le problème, c'est que s'il fait ça, donc il utilise quand même une stratégie, mais vu qu'il est trop encore dans l'intuition, l'interprétation personnelle, et moins basé justement sur ses critères, eh bien, il va faire quoi? Il va réduire évidemment une certaine zone d'interrogation, ok? Et donc ça va être évidemment quand ça va être son plan à lui, par exemple pour le trader A, ça c'est le plan pour un trader qu'on va appeler le trader B. Mais vous voyez qu'ils ont tendance à réduire cette phase de doute, mais que cette phase de doute elle est quand même importante, d'accord? Il y a encore beaucoup d'interrogations puisqu'il a tendance à trader avec plus
l'interprétation personnelle, beaucoup plus d'intuition. Et ça, effectivement, c'est un gros danger parce que c'est ce qu'on appelle souvent le trading discrétionnaire. Bah, ça amplifie le risque émotionnel. Donc dans une approche basée sur l'émotion, l'intuition, l'interprétation personnelle, plutôt que sur vraiment quelque chose qui est plutôt mécanique, basé vraiment sur des stats et en oubliant vraiment le côté interprétation personnelle, eh bien de nombreuses décisions sont donc laissées à l'interprétation personnelle. Ça favorise l'hésitation, le doute et finalement l'erreur. L'absence de règles précises, ok, vraiment avoir des critères précis, ça ouvre la porte à la panique, FOMO, ce dont on a discuté, et à la tentation de dévier de la stratégie, souvent au pire moment. Et c'est souvent ce qui se passe, eh bien, il y a la stratégie, mais puisqu'on se laisse plus bercer par l'interprétation personnelle, le côté intuitif, eh bien, on en oublie évidemment nos stats, et du coup, eh bien, on a tendance à ne pas respecter finalement nos stratégies. Et ça, c'est un souci. Donc après, vous avez justement la phase donc, subjective que je vous ai présentée, mais là maintenant, c'est un trader qui lui va tendre vers l'objectivité. C'est-à-dire que lui, il veut vraiment se rapprocher le plus possible de sa stratégie. Okay, et ça, c'est important. Il a sa strat, et du coup, sa strat lui dit quoi? Il a des critères précis. Ça veut dire que lorsqu'il est confronté à une situation, mais il sait que dans cette situation-là, il a des critères précis avec le plan d'action 1. Plan d'action 1, il sait que c'est ça, 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 ça. Si tous ces critères-là ne sont pas remplis, bah simplement, il ne se pose pas de questions. Déjà, le trade, il n'est pas intéressant. Évidemment, je répète, il ne peut pas supprimer complètement l'interprétation personnelle. Moi, je ne la supprime pas totalement parce qu'évidemment, il y a toujours une phase de contextualisation au niveau du price action qui peut des fois me permettre évidemment de me dire « Ok, j'ai les critères complets, mais dans le contexte du price action, je sais que c'est un peu plus risqué. Donc, potentiellement, je peux rentrer. Je vais rentrer, mais par contre, je vais réduire mon risque. Là, après, il y a des notions de risk management qui sont importantes. Et plutôt que de prendre, par exemple, un risque à 1%, ah, non. Là, par contre, la contextualisation, même si mon plan avec mes critères précis me dit « tu rentres », je vais rentrer, mais au lieu de risquer 1%, je vais risquer peut-être 0,5% ou même 0,25%. Donc ça, c'est quelque chose évidemment que vous aurez toujours. Je ne dis pas qu'il faut être totalement mécanique absolu, parce que vous ne pouvez pas l'être, c'est impossible, on est des êtres humains. Mais plus vous avez de critères, plus vous voyez ces phases d'interrogation, je les ai mis en grise, eh bien, elles sont supprimées. Et le fait d'avoir un plan d'action A pour une situation, plan d'action B pour une autre, plan d'action C, par exemple si vous tradez avec la structure, si vous tradez contre la structure en 15 minutes, si vous tradez, il peut y avoir différentes façons, mais plus vous avez de plans d'action précis pour des schémas au niveau de la structure, par exemple dans ma stratégie, j'ai le 4 heures qui est ma tendance, mon 15 minutes qui sont mes zones d'intérêt, slash 5 minutes et mon 1 minute. Moi je vais utiliser mon analyse multi-time frame, plus évidemment des critères basés sur le 1 minute, et j'en ai déduit, évidemment statistiquement parlant, j'ai collecté des données pour plusieurs plans d'action. Mais ces plans d'action, en fait, quand je les ai, eh bien, ils ont tendance à me réduire très très fortement, évidemment, mes phases de doute et d'hésitation. Donc, vous en aurez toujours, c'est pour ça qu'ici je ne peux pas supprimer, je suis obligé de garder quand même une ligne de point d'interrogation, parce que le trading c'est basé sur des probabilités, et je sais que si je rentre, je connais évidemment tous les arguments en faveur qui feraient que mon trade, eh bien, il va aboutir, avec 80% de probabilité, 90% de probabilité que ça passe, mais je sais par contre qu'il y a toujours une zone d'interrogation, d'incertitude, parce que je ne contrôle pas le marché, ce n'est pas ma stratégie qui fait déplacer le marché, bien évidemment que non, puisque c'est la somme d'une multitude d'acteurs qui font que, évidemment, le marché va se déplacer de haut vers le bas, mais par contre, je sais que j'ai, oui, 20%, 10% de probabilité que je me fasse sortir. Parce qu'il y a toujours une zone d'incertitude que je ne peux pas non plus ignorer. Donc ça, il faut évidemment apprendre à vivre avec, mais en sachant que vos critères, le fait que vous ayez justement un système qui soit beaucoup plus basé sur la mécanique, pas sur l'émotionnel, mais vraiment mécanique, donc sans émotion et beaucoup plus basé sur l'objectivité, ça va réduire considérablement cette phase d'hésitation. Et donc, entre hésitation et regret, vous serez beaucoup moins dans ce gap important, mais dans une phase beaucoup plus basée sur l'objectivité, sur les données, sur les statistiques. Donc quand vous êtes face à ça, qu'est-ce que ça veut signifier? Ça veut dire qu'une méthode qui, à mon sens, à 90% est basée sur la mécanique, eh bien elle standardise les actions. Le fait de standardiser les actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est moins dans la réflexion, le doute, l'interprétation personnelle, donc ce que j'ai appelé le questionnement mental, mais du coup ça renforce la discipline, parce que le fait de standardiser vos actions, c'est que, ok, plan d'action, critères, avec le plan d'action A, critères 1, 2, 3, 4, 5, voilà, j'ai mis ces critères, ça coche les box, parfait, je rentre, je standardise,
je vois les critères s'appliquer, je vois mon plan d'action, et bien je rentre. Je vais juste manager mon risque, 1%, 0,5, 1,5% ou 0,25, en fonction après de la contextualisation. Mais plus je suis dans une approche systématique et mécanique, plus je vais standardiser mes actions. Et donc vu que je sais que je standardise mes actions, je vais être forcément dans une constance. Constance dans mes décisions, parce que je suis discipliné, et je sais que je rentre parce que c'est mes data qui me disent rentre. Tu as juste simplement ton risque, mais tu rentres évidemment dans le trade. Et ça, c'est toute la puissance d'une approche basée justement sur une approche plus mécanique et plus systématique. La certitude, même si on ne peut pas être certain à 100%, d'accord, juste que ce soit parfaitement clair, mais je le répète à nouveau, ça vient des données, pas uniquement justement du mindset. On oublie, c'est les données qui nous donnent plus de certitude, et le mindset, lui, il va faire partie du 10% de réflexion à la fin quand vous allez évidemment prendre une entrée ou évidemment rester à l'écart du marché. Beaucoup d'approches purement psychologiques, conseil évidemment patience et discipline. Je ne dis pas que la patience et la discipline c'est du blabla, c'est juste du bullshit. Non, c'est important, ce sont des compétences à apprendre. Mais sans un appui solide sur des données rigoureuses, ok. Donc il va falloir collecter des données, il faut vous assurer que votre stratégie, celle que vous allez choisir, elle est effectivement suffisamment de données, au moins 1 an, 2 ans, et qu'il y a des datas qui évidemment prouvent ça, et évidemment pas que de le prouver, mais après c'est à vous de faire le travail de backtesting pour vérifier que c'est bien le cas. Mais une fois que c'est le cas, donc une approche basée purement psychologique, il y aura toujours un doute. Donc prouver son edge par des statistiques fiables est ce qui génère une confiance réelle. Les données, les stats. Grâce à la répétition, constance, standardisation des actions, et à la mesure, le trader peut valider que sa méthode est gagnante indépendamment des résultats à court terme. On sait qu'il y a une certaine randomisation des résultats. On ne peut pas, si vous avez vu ma vidéo sur un taux de réussite de 50%, on ne sait pas dans quel sens ça va aller nos gains et nos pertes. Est-ce qu'on va enchaîner des séries de pertes? Est-ce qu'on aura des séries de gains? C'est totalement aléatoire dans la distribution des gains et des pertes. Donc ça, sur le court terme, il ne faut pas se baser sur le court terme par rapport à vos résultats, à votre performance, mais voir une performance basée déjà sur au minimum une cinquantaine de trades, si ce n'est plus. 80 trades, 100 trades, pour voir effectivement si votre constance et le fait d'avoir standardisé vos actions, ça vous permet justement d'avoir des performances qui sont bien plus importantes. Et pas juste se dire, ok, j'ai pris 10 trades et puis ça ne fonctionne pas, donc sa stratégie, elle est nulle. Distribution aléatoire des gains et des pertes, ok, je vous ai mis par exemple taux de réussite de 50%, distribution sur 10 trades, ça va pas être un trade gagnant, un trade perdant, ça c'est l'imaginaire, la croyance collective, mais c'est souvent, on prend 3 séries de pertes, après on fait 2 séries de gains, 2 séries de pertes, 3 séries de gains, ok super, ok, mais donc si vous commencez par 3 séries de pertes, il ne faut pas dévier de la stratégie, parce que souvent ça les gens, ils ont 3 séries de pertes, ils se disent ah mais attends là je comprends pas, j'ai pas mon 50%, ça joue pas, et donc après ils ont tendance à ne pas respecter leur stratégie. Et nous on va voir justement maintenant pourquoi est-ce que ça peut être extrêmement dangereux, le fait d'être du coup basé sur de l'interprétation, de l'intuition, ah je sens que le prochain trade sera peut-être un trade perdant, ça peut justement, malheureusement pour vous, créer ce gap encore plus important en termes de performance. Et là j'ai voulu justement illustrer par ce schéma-là. Prenons justement donc le schéma qu'on a juste avant ici, 50% de réussite, 3 pertes de suite. 50% de réussite, écart de performance. Prenons 2 traders. Le trader qui est basé sur l'objectivité, donc je mets O, et le trader qui est basé sur la subjectivité, beaucoup plus sur l'hésitation, le regret, etc., ce qu'on a vu avant. Les deux prennent 3 trades, trade 1, trade 2, trade 3. Et puis, on va dire qu'ils vont à chaque fois risquer 1%. Okay. Chacun perd. Il y a un trader 1 basé sur l'objectivité, donc sur une approche mécanique, beaucoup plus mécanique, sur les données, plus objective. Lui, il va perdre. Bah oui, il perd. Il a vu les critères, il rentre, il perd. Il perd 1, il perd 2, il perd 3, il est à moins 3%. Ok, bon, c'est pas grave. Il est à moins 3%, il démarre sa stratégie. Par contre, il respecte ses critères, et il le fait, il perd. C'est comme ça, c'est le trading. Lui aussi, il va partir sur l'objectivité, mais voilà, il va être un peu plus dans l'interprétation, plus dans des phases d'hésitation. Il prend aussi les mêmes trades, et puis effectivement, il va perdre. Donc les deux prennent les mêmes trades. Ok, mais sauf que lui, il les prend, mais il est beaucoup plus anxieux. Il est plus dans un état mental où il va prendre, mais il va augmenter sa phase d'hésitation et sa phase d'anxiété parce que justement, il est en train d'enchaîner les pertes. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où justement l'écart de performance il intervient. C'est que le trade 4, ça va être un trade qui va être gagnant. Okay. Et sauf qu'au moment de prendre cette opportunité-là, les day traders ils ne le savent pas. Sauf que le trader basé sur l'objectivité,
Bah lui, il va pas réfléchir midi à 14h, il va voir évidemment à nouveau son plan d'action précis se profiler, il va se dire ok, j'ai perdu 3 fois, je m'en fiche, j'ai mes données qui me disent je dois à nouveau rentrer, il va rentrer dans le trade, il va prendre 1% de risque et cette fois-ci il va faire plus 4%. Le problème, et vous voyez tout de suite, et c'est là vraiment où vous avez vraiment quelque chose de très concret sous les yeux, c'est que lui, le trader hésitant, après c'est une perte, 2 pertes, 3 pertes, panique, stress, anxiété, nervosité. Le trade 4 était le gagnant, il voit le trade se produire, il voit les critères effectivement être présents, mais vu que son intuition et ce qu'il a vécu avant, l'état émotionnel qu'il a vécu avant, avec ses phases de regret, d'énervement, de stress, et bien simplement ça va faire quoi? Ça va faire qu'il ne va pas prendre le trade, il va être dans l'inaction. Vous vous souvenez, hein, inaction, j'en ai parlé tout à l'heure, résultat inaction très tardive, qui mène à plus de regrets encore, et ainsi de suite. Donc en faisant ça, en n'ayant pas été dans l'action, ok, pas basé sur une approche mécanique, je rentre, j'ai mes critères, eh bien, il va rien gagner. Il va pas perdre, mais il va rien gagner. Mais déjà là, on voit quoi? On voit que tout de suite, en termes de résultats, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il est à moins 3%, ok? Et lui, le trader basé sur une approche systématique mécanique, bah, il était à moins 3 ici, il fait plus 4. Donc déjà, lui, voilà, grosso modo, il est à 1%. Donc on voit déjà l'écart se créer. Okay, il y en a un qui est dans le positif, pas énormément, mais il l'est. Et l'autre, ok, il est quoi? Il est complètement dans le négatif. Alors que s'il n'avait pas été dans l'inaction, s'il n'avait pas été trop dans la phase d'hésitation, mais s'était plutôt rapproché des données, et il aurait simplement dû prendre cette rentrée également, eh bien il aurait pu justement combler cet écart de performance. Donc vous voyez, hein, ça va vite. Je vais vous montrer encore avec un autre trade, hein, où l'écart peut encore plus se creuser. Vous avez à nouveau trade numéro 5. Eh bien les deux ils perdent, ok. Donc 2 trades perdants, donc, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une nouvelle opportunité. Et bien cette fois-ci, les deux traders prennent l'entrée. Les deux traders sont gagnants. Les deux font plus 3%. Okay, ils ont risqué 1%, très bien. Mais là, on voit quoi à nouveau en termes de résultats? Eh bien, même s'il y a eu, donc sur une distribution sur 6 trades, hein, 4 trades perdants et 2 trades gagnants, eh bien on voit tout de suite que l'écart, il est encore plus important. C'est-à-dire que là, on a un trader qui fait une bonne performance. Il a fait perdu une fois, 2, 3, 4 fois, ok. Il a gagné une fois, il a gagné 4%, bien optimisé son trade. Il a gagné une deuxième fois, il a gagné 3%, 7%, moins 3%, moins 4%, pardon, plus 3%. Et lui, malheureusement, sur un trade où il a été dans l'inaction, même s'il a pris après les 2 autres trades restants, mais on voit tout de suite que l'écart, il est clairement là, ok. Il y en a un qui est toujours dans le rouge, il est dans le négatif, donc il ne performe pas. Et l'autre qui est déjà dans la performance, parce qu'il a eu à chaque fois la constance, il a respecté son plan et il est rentré à chaque fois qu'il a vu ses plans d'action se produire. Donc l'écart il est clair et vous le voyez ici, ça peut aller très vite. Donc ce qui fait, et ça c'est ce que j'explique souvent aux élèves d'information, c'est que la différence entre eux et moi, elle n'est pas énorme en soi. Alors évidemment oui, j'ai peut-être une meilleure compréhension du price action, c'est ma stratégie, donc je l'ai tellement testé que voilà, évidemment mon niveau est différent, mais au-delà de ça, moi, j'ai plusieurs fois vu repérer que des fois, il y a des trades qui sont à haute probabilité. Certains ne le prennent pas. Moi, je le prends. Et c'est ce qui fait une énorme différence entre moi qui performe et eux qui ne performent pas encore. Okay. Et la différence, elle se joue des fois à des petits détails. C'est juste sur 1 ou 2 trades. Vous prenez un trade qui a haute probabilité, vous risquez 1%, vous faites 4%, 5% ou plus si vous arrivez à l'optimiser, bah ça va complètement faire basculer le résultat final à la fin du mois, à la fin du trimestre, entre celui qui l'aura fait et celui qui ne l'aura pas fait. Okay. Et cet écart, il est là. Donc c'est pas dans des grosses différences, mais simplement par l'inaction et le fait d'être trop dans la subjectivité, eh bien, le moment où vous avez des trades qui sont gagnants, bah, si vous ne les prenez pas, bah, voilà ce qui se passera en termes de résultats. L'écart de performance sera extrêmement important, plus vous serez évidemment dans ces phases d'hésitation et moins vous vous baserez évidemment sur de la stratégie mécanique basée sur des données. Donc ça, c'était vraiment le point le plus important et c'est ce qui crée à nouveau, donc je répète, hein, cet écart de performance. Plus vous êtes dans le long terme, ok, plus l'écart va être important entre un trader qui suit bien sa stratégie, qui respecte ses plans, et vous qui êtes peut-être très certainement encore ici, si vous avez déjà une stratégie, hein, évidemment, et je ne parle pas de la mienne, hein, je parle de n'importe quelle stratégie hein, de manière générale, et plus vous allez trader, plus vous ferez ces erreurs, et plus il y aura une différence entre le trader qui lui n'a pas plus de capacité que vous, hein. C'est pas que vous avez moins de capacité, c'est que vous avez les mêmes capacités, mais il y en a un qui est capable de respecter les stats et les données, et vous qui n'arrivez pas encore à respecter ça, et qui fait qu'il y a un fossé qui se creuse, d'accord? Donc il n'y a rien de miraculeux, ok? Et là à nouveau le but c'était vraiment de vous présenter une situation où rien n'est miraculeux, c'est juste que il faut rester très important, rester basé sur une approche qui est basée sur
plus de mécanique, plus un côté systématique, plutôt que de rester sur une approche qui est effectivement subjective et qui va créer cette performance d'écart. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.